Bonjour, bienvenue sur Ctrl S. Vous savez, le fameux raccourci clavier qui nous permet de dire ouf, on est soulagé, ça y est, on a tout sauvegardé ce qu'on vient de faire. Donc, c'est le podcast autour de la souveraineté numérique. Je suis Stéphane Messica, le fondateur de Clérop, et je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Claudia Weber, associée, fondateur du cabinet IT Law depuis 20 ans, je viens de l'apprendre. Est-ce que tu peux nous dire ce Oui. qu'est IT Law et ce que tu fais? Alors, moi, je suis avocat spécialisé dans les nouvelles technologies depuis plus de 30 ans maintenant de cela. Et j'ai effectivement créé IT Law Avocat, qui a fêté ses 20 ans l'année dernière. Donc, IT Law Avocat, c'est un cabinet qui est dédié aux nouvelles technologies, aux problématiques liées aux nouvelles technologies, donc à l'IT, le numérique, le digital, propriété intellectuelle, les données, l'IA, les innovations. Et je pense qu'on va pas mal parler du RGPD et des contrats IT. Ouais, avant de rentrer là-dedans, Mhm. 20 ans, 30 ans que tu fais ça? Ouais. Tu faisais quoi il y a 20 ans et à 30 ans? Parce que les nouvelles techno, on a tous l'impression que ça date de la semaine dernière. Mais donc, Ouais. c'était quoi ton activité? Alors, j'ai démarré il y a 30 ans ils étaient très peu, hein, 2-3 cabinets d'avocats. À l'époque, pour ce qui me concerne, j'ai été accueillie chez Alain Bensoussan. Et puis oui, on parlait de nouvelles technologies à l'époque. Aujourd'hui, je ne sais plus quel terme utiliser parce qu'elles sont plus Très, vraiment très nouvelle. nouvelles. Donc voilà, donc parlons de technologies aujourd'hui avancées. Donc oui, ça a démarré il y a plus de 30 ans, où à l'époque, à l'époque, on se disait, mais l'informatique, qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'était même pas encore. Je me souviens, mon premier internet, j'ai dû l'avoir en 80, il y a 30 ans tout pile. Donc, c'était pas encore des gros contrats de logiciels SaaS à cette époque-là. Non, 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 je faisais beaucoup d'infogérance à l'époque, beaucoup Ok. d'infogérance, beaucoup d'intégration, développement. Donc c'était les prémices, c'était le début. Ok, et aujourd'hui, ITLO, Mhm. ça représente combien de personnes? C'est quel type d'offre? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi vos contrats Al- habituels? Alors, Aïtilo Avocat, c'est 3 avocats seniors. Pareil, je suis accompagnée de Jean-Christophe Yéné, qui a 30 ans d'expérience également. Et puis Marine Hardy, qui fait plus de 10 ans d'expérience dans les nouvelles technologies également. Donc, c'est vraiment un cabinet dédié aux problématiques complexes qui sont soulevées dans l'univers des technologies, de la propriété intellectuelle. Et aujourd'hui, on fait beaucoup d'innovations. Ok, donc moi je suis ravi d'avoir Mm. un point de vue expert parce que Ouais. on a beaucoup de discours dans ce podcast, on a beaucoup de gens qui ont un avis sur la souveraineté technologique, il faut... Et je pense que toi aussi, tu as un avis là-dessus. Il faut défendre cette souveraineté européenne, imaginer que Mm. demain tout peut se couper, etc., etc. Mais je suis content d'avoir un avis qui va se reposer sur des textes. Je vois que tu as même des textes avec toi, donc qui va se reposer sur des textes Ouais. et qui va avoir le risque. Ma première question pour toi, c'est, à ton sens, c'est quoi la souveraineté? Parce que à chaque fois que je pose cette question, je pense que j'ai 10 réponses différentes. Ouais. Donc je veux bien une réponse de Claudia là-dessus. Alors, c'est une très très bonne question et tu as raison de la poser. Nous n'avons pas aujourd'hui de définition légale. Ah bon. En revanche, nous avons notre constitution qui nous explique quand même que la souveraineté, c'est la capacité de notre État de prendre des décisions sans influence extérieure. Donc, si on applique cette définition sur la souveraineté numérique, euh, j'aime à penser que la souveraineté numérique implique cette capacité de faire des choix, de prendre des décisions et de garder le contrôle sur son système d'information sans justement être sous l'influence ou d'avoir des contraintes liées à des lois extraterritoriales. Ok. C'est que ça reste quand même un peu abstrait pour moi. Ouais. On Mais va l'opposer. Alors, tu sais que la Commission européenne a développé, a publié un certain nombre de guidelines, d'informations sur la souveraineté. On y découvre plusieurs souverainetés. Donc souvent on parle, et c'est ça que j'entends beaucoup dans ma pratique aujourd'hui, on va parler de souveraineté stratégique, on va parler de souveraineté de la donnée, on va parler de la souveraineté infrastructure, matériel, ressources, organisationnelles, environnementales. Donc voilà, je pense que tu auras autant de définitions de la souveraineté que de personnes qui vont en parler par rapport à peut-être leur métier.
C'est-à-dire que souvent, j'entends par exemple les RSSI parler de souveraineté en matière de sécurité. Donc, eux vont parler beaucoup de Secnum Cloud, par exemple. Tu vas avoir plutôt des personnes qui vont être sans doute dans les achats, qui vont te parler peut-être de souveraineté environnementale ou de souveraineté organisationnelle. Donc tout ça, en réalité, ce sont des critères, des piliers peut-être, qui permettent d'atteindre une forme de souveraineté. Mais à la base, même si tu as, de mon point de vue, ta souveraineté en matière de sécurité, en matière d'infrastructure, de ressources, d'environnement, d'organisation, si tu as une loi extraterritoriale qui vient te contraindre, ça fait tomber tout le château de cartes. Et cette loi territoriale, on va en parler. Il y a Oui. plusieurs lois territoriales. Mais celle dont tu parles, c'est FISAC, l'ODAC, toutes ces lois-là dans le monde numérique Voilà. qui nous mettent en défaut de souveraineté, selon toi? Alors, est-ce que ça nous... Oui, ça nous met en défaut de souveraineté, mais plus concrètement, ça crée des risques en matière de non-conformité à certaines de nos législations, et ça nous met en risque en termes de contrôle de notre système d'information. De quelle manière? De quelle manière, par exemple, le Cloud Act va exiger des entreprises qui y sont soumises de communiquer au gouvernement américain tes données. Donc, tu n'as plus le contrôle de tes données, tu n'as plus vraiment le contrôle de ton système d'information dès lors que ton prestataire est soumis au Cloud Act et va donc être dans l'obligation, sans te le dire, sinon ce ne serait pas drôle, de communiquer ces données. Mais donc, on entend beaucoup, hein. Moi j'ai Oui. beaucoup travaillé avec les prestataires américains qui viennent de dire oui, en fait, c'est une loi, mais elle n'est pas appliquée, ou elle n'est pas applicable, ou personne ne peut l'appliquer. Il faut qu'il y ait un juge fédéral qui appelle, qui ratifie une demande de l'américain, etc., etc. Toi, tu sens que c'est un discours commercial de dire ça? Et la loi, elle est applicable telle qu'elle est Alors, j'ai pas d'avis sur la nature commerciale ou marketing de toutes ces offres. C'est pas mon job. En revanche, une chose est sûre, quand une loi existe, qu'elle est en vigueur, elle est applicable. Ça veut dire qu'à tout moment, il est possible de la mettre en application. Il faut savoir que, en général, tu ne sais pas. C'est-à-dire que si une action est mise en place au titre du Cloud Act, le client final n'en est pas informé. Donc quand ils viennent nous dire c'est jamais arrivé, on n'en sait rien. On n'en sait rien en fait. Parce qu'ils n'ont pas, ils ont pas le droit, ou ils sont pas obligés de le dire? Dans une certaine dans une finesse, en fait, ils n'ont pas le droit de communiquer l'information. Ils n'ont pas le droit. Donc quand le gouvernement leur demande d'accéder à des données, ils n'ont pas le droit de te le dire. De me le dire. Ils ne peuvent pas t'appeler en mode attention, demain ils arrivent, sors tes données. Ok. Est-ce que tu sais s'il y a un devoir de conservation en plus? Non, quand même pas. Pour les éditeurs américains par rapport aux données qui sont hébergées chez eux. Est-ce qu'ils peuvent me demander les données d'il y a 2 ans? Est-ce que le gouvernement peut demander les données d'il y a 2 ans à un éditeur américain? Tu rentres dans la finesse du Cloud Act, de la mise en application, effectivement pas aussi simple qu'on l'imagine, mais ils peuvent mettre à disposition toutes les données qui sont en leur possession, sous leur contrôle ou sous leur garde. Donc, toi, si tu supprimes pas tes données et qu'elles y sont toujours, voilà. Et puis attention, conformité RGPD, durée de conservation. Donc voilà, là tu crées un petit millefeuille de réglementation qui vont s'appliquer les unes avec les autres. Ok. Donc, il se pourrait que tous les éditeurs qui aient contracté avec des entreprises françaises et américaines aient un jour ou un autre donné leurs données sous la demande du gouvernement et on n'en saurait rien. Ben voilà. Ok. Et j'ai une question plus conjoncturelle. Est-ce que en tout cas nous de notre côté, on ressent une sorte de prise de conscience croissante de ces sujets-là? Est-ce que toi tu les ressens dans les clients que tu accompagnes? Oui. Sur ce thème? Oui. Alors, le Cloud Act n'est pas nouveau. Non. Je veux dire, toutes ces lois extraterritoriales ne viennent pas d'arriver. Elles existent depuis un certain temps. Toutes. Il n'y a pas que le Cloud Act. En revanche, je ressens effectivement depuis ces derniers mois, dernière année, une prise de conscience, ou en tout cas une sensibilisation qui commence effectivement
à créer des questionnements autour de la souveraineté. Et on le voit sur le marché, les éditeurs ont ce besoin de préciser qu'ils sont ou pas souverains. Voilà. Et là, j'attire ton attention. Je ne sais pas si tu as remarqué dans les discours marketing d'un certain nombre d'éditeurs, ils utilisent le terme souveraineté, mais ils utilisent beaucoup le terme de cloud de confiance, à l'instar de cloud souverain. Voilà, donc c'est intéressant de noter les mots choisis voilà, dans un certain nombre de discours commerciaux marketing. Et donc, toi, quand tu les accompagnes sur ces sujets-là, Mm. tu peux pas rajouter des clauses qui te permettent de les protéger plus que ça. Aujourd'hui, si je signe, je suis soumis aux lois extraterritoriales. Alors, si tu me le permets, je pense qu'il serait intéressant de revenir à la base. Que dit le Cloud Act et à qui il s'applique? Je t'en prie. Voilà, parce que c'est pas que les sociétés américaines. Et après, on va revenir sur... Eh oui, je vois Ok. Oui, tu me surpris. l'interrogation dans tes yeux, ça me semble intéressant Voilà. qu'on en parle. Et ensuite, on va regarder un petit peu si le contrat peut être un vecteur voilà, ou une clé dans la souveraineté. Et c'est là où j'ai amené mon petit texte. Voilà. Donc, ce qui me semble intéressant déjà, c'est de rappeler ce que dit le Cloud Act. Et ensuite, voir à qui il s'applique. Parce qu'on parle toujours des éditeurs et des prestataires américains. Donc, on le sait. Donc, on a voilà, le Cloud Act, il nous dit qu'il s'applique aux sociétés de services informatiques à distance. Donc, c'est là où on parle de ces éditeurs. Leur obligation est en matière de conservation, ça répond à ta question première, de sauvegarde, mais également de divulgation, qui est le sujet qui nous inquiète aujourd'hui. De tout enregistrement, toute information qui concerne un client, dès lors que leurs données sont en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle. Et ça, c'est très important. On va le voir pourquoi. Il faudra que tu m'expliques la différence entre la garde et le contrôle. Mais... une donnée peut être sous ton contrôle, sur tes serveurs, mais peuvent être sous ta garde, chez un sous-traitant, par exemple, tu vois, ou en ta possession. Donc, et ça, indépendamment du fait que les infrastructures soient sur le territoire américain ou pas. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, j'entends et je lis beaucoup où, voilà, certaines personnes pensent que le fait que tes données soient hébergées en France, à Bruxelles ou ailleurs en Europe, ça te permet de sécuriser, voire de t'immuniser contre le Cloud Act. Donc le Cloud Act il est très clair, que ces données soient aux États-Unis ou ailleurs, il s'active et il peut s'activer. Oui, ça dépend de la nationalité du prestataire. Alors je suis ravie que tu parles de la nationalité parce que non. Voilà, c'est bien, je fais les fautes. Merci pour cette transition. En fait, alors, le Cloud Act ne va pas vraiment dans le détail de à qui s'applique vraiment. Je viens de te donner les critères. Donc, tu vois que les critères sont interprétables de manière assez large. Donc, nous avons quand même voilà, Raphaël Gauvin, député, qui a déposé à l'Assemblée nationale le 26 juin 2019. Tu vois, c'est pas d'hier non plus. Hein. Il s'est intéressé au sujet de la souveraineté depuis un certain temps. Un rapport qui s'intitule « Rétablir la souveraineté de la France et de l'Europe et protéger nos entreprises contre les lois et mesures à portée extraterritoriale ». Donc ce rapport, pourquoi il est intéressant et pourquoi j'en parle? Parce que dans ce rapport, il a fait une analyse et s'interroger pour savoir à quel type de société va s'appliquer le Cloud Act. Et c'est là où effectivement le raisonnement est intéressant parce qu'il vient nous dire que, oui, bien sûr, les sociétés américaines, mais ça, on s'en doute tous, mais pas que. Ça peut être une société non américaine qui a une filiale aux États-Unis. Dans ce sens-là. Ouais. Voire une société qui cible le marché américain. Donc, tu vois à quel point le Cloud Act peut être interprété de manière large. C'est-à-dire que si tu prends un éditeur... Qui cible le marché américain, c'est inquiétant parce que même nos éditeurs cloud à nous, ils ont peut-être envie de cibler le marché américain. Auquel cas, ils seraient soumis au Cloud Act. Une interprétation permettrait de effectivement souligner ce point-là. Ok. Voilà, donc il ne faut pas paniquer, il faut juste prendre en considération que le Cloud Act est rédigé de manière qui permet cette interprétation. Après, est-ce que
ça peut ou pas. Enfin, voilà. Donc effectivement, c'est cette idée de nationalité en premier lieu, mais pas que. Et est-ce qu'il y a une indication sur la structure du capital indépendamment du siège social de nationalité? Souvent, on l'associe au siège social ou à la législation à laquelle on est soumise. Bah, à Mais partir si j'ai du 20% c'est de une capitaux filiale, t'es une américains... filiale. Oui, une filiale, d'accord. Mais si j'ai 15%, 18, 22, ça, ils le disent pas tellement. Ils font pas vraiment de différence par rapport au contrôle. Mais effectivement, Oui, il y a le contrôle. à partir du moment où tu as une filiale, donc tu vois, ça c'est un rapport qui a été soumis en 2019. Peut-être faut-il le challenger aujourd'hui. Toujours est-il que la question s'est déjà posée, tu vois, voilà, et la réponse de l'interprétation vient chercher de manière très large. Alors, c'est pas grave en soi, c'est pas, voilà, il faut juste le prendre en considération. En général, moi, ce que je recommande à mes clients, j'aime bien le fait de savoir où est-ce qu'on s'engage. Donc moi, en général, ce que je recommande, c'est de traiter ce sujet par la voie de l'analyse de risque. Parce que rien n'est Raisonnable. grave en soi, hein, en fait. Il faut juste le savoir, voilà, ouvrir les yeux. C'est un état de fait. Ce sont des lois. Donc là, on parle des États-Unis, mais il n'y a pas que les États-Unis. La Chine aussi a son petit Cloud Act à lui. Tu en parlais en introduction. Voilà, ce sont des lois extraterritoriales. Il faut savoir qu'elles existent et qu'elles s'appliquent. Un juge français ou européen ne peut pas légiférer, promulguer une loi qui viendrait dire que le Cloud Act ne s'applique pas. Ça n'existe pas. Il n'y a que les États-Unis qui pourraient demain décider que le Cloud Act ne s'applique pas ou s'applique différemment, etc. Donc la loi s'applique. Voilà, donc il faut arrêter de tergiverser, il faut arrêter de se dire qu'on est immunisé contre le Cloud Act. Non, le Cloud Act, il est là, il s'applique. La question qu'il faut se poser, c'est, OK, il s'applique, qu'est-ce que je fais? Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais une analyse de risque. Et c'est un petit peu, voilà, ce que tu disais, c'est j'y vais pas, mais j'y vais pas. Pour répondre à cette question-là, il faut faire une analyse de risque. Analyse de risque, identifier l'exposition de ton prestataire, de ton éditeur, à l'application ou pas du Cloud Act. Tu regardes, voilà. Est-ce que ça s'applique? Tu coches. Oui, non, peut-être. Oui, non, peut-être. Voilà. Après, tu analyses un petit peu tes données. Voilà. Et pour identifier, quand je propose de faire une cartographie des données, c'est identifier les données sensibles, moins sensibles, mais pour toi. C'est-à-dire qu'il faut se poser la question, est-ce que j'ai beaucoup de données personnelles? Si j'ai beaucoup de données à caractère personnel, je peux avoir un risque de violation du RGPD. Oui, donc là, c'est 2 niveaux de risque que tu racontes. Il y a un risque Exactement. réputationnel ou un risque de perte d'information, de dire Voilà. le gouvernement américain va avoir la main sur mes données. Et donc, je suis dans un secteur sensible, j'ai pas envie qu'il ait la main sur mes données, j'en sais rien, pour des sujets de Ouais. concurrence, pour des sujets de données très sensibles, pour l'armée, pour je ne sais quoi. Exactement. Et un deuxième sujet qui est, est-ce que en signant avec cet éditeur, je me mets en violation de quelque chose? Et là, tu viens de dire Exactement. qu'on se met en violation, Du RGPD. notamment du RGPD. Oui, mais aujourd'hui, il y a plein de sociétés qui ne sont pas conformes à RGPD, qui ont fait le choix de ne pas se mettre en conformité ou juste qui ne le sont pas. Elles prennent déjà un risque. En fait, la question... Il y a eu des amendes RGPD qui sont déjà tombées? Pour le sujet de la souveraineté, Non, globalement sur le Ah RGPD. oui, Des oui, grosses? oui, la CNIL est très très active sur le sujet. Beaucoup de sociétés se font sanctionner pour plein de raisons. Mais pas tellement sur celui-là. Alors sur le sujet de la souveraineté, je n'ai pas connaissance de décision qui serait tombée. En revanche, voilà, quand tu dois faire un choix de tel ou tel prestataire, de tel ou tel éditeur, pose-toi la question de est-ce que mes données sont tellement sensibles que je ne veux pas prendre le risque qu'elles puissent être à la disposition d'un gouvernement extérieur ou pas. Et une fois que tu fais cette analyse de risque, en réalité, faire le choix est beaucoup moins complexe. Alors après, aujourd'hui, on le voit, tu as des acteurs, des grands acteurs du marché qui ont fait des choix hybrides. Pour certaines données très sensibles, ils vont choisir
un acteur souverain, européen, avec une souveraineté. Et pour d'autres données que eux vont considérer moins sensibles, ils vont utiliser un éditeur qui sera soumis à ces lois Sous extraterritoriales. réserve qu'ils n'aient pas besoin de croiser les deux données On est pour certaines bien analyses, d'accord. parce que sinon, c'est pas si simple que ça. Mais C'est pas si simple, mais aujourd'hui, on le voit, il y a des sociétés qui font ce choix-là en fonction des données. de Voilà. décorréler les deux. Et Mais ça, attends, je pense que tu es mieux placé que moi pour le savoir, parce que chez Clérop, c'est oui, un oui, petit oui, peu votre... c'est un de nos positionnements de dire Voilà, les données sensibles, on peut les mettre ailleurs et on peut s'en occuper de exactement, de manière cloisonnée et Euh, sécurisée. là, tu disais, et tu avais l'air clair, le RGPD, c'est orthogonal Cloud Act. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Ah bah, à partir du moment où tes données partent, en plus, dans un cadre avec une finalité qui n'est pas traitée, puisque ça va être l'accès par le gouvernement américain à tes données, bah oui, tu n'es pas conforme à RGPD, ça s'appelle une fuite Même de données. si même s'il y a consentement, Alors, là, c'est pas le sujet du consentement, en fait. Tu vois. c'est même pas le sujet de consentement. Si, par exemple, j'accepte d'aller dans un endroit où il dit marqué OK, vos données seront hébergées aux États-Unis. Ça va dépendre de tes données quand même, parce que tu as des données sensibles, par exemple. Voilà, la gestion de la finalité, la gestion de qu'est-ce que tu mets derrière est quand même assez complexe. Et j'ai envie de dire, heureusement que tu ne peux pas faire n'importe quoi avec les données de tes clients, par exemple. Tu vois, c'est-à-dire que Mais si tu es un retailer, tu peux pas faire ce que tu veux de toutes les données à caractère personnel de tous tes consommateurs. oui, mais ce que tu dis est assez inquiétant sur le niveau de conformité de 99% des sociétés françaises. 99%, je n'en sais rien. En tout cas, le RGPD est là avec ses critères. Pareil, c'est une loi, donc il faut juste l'appliquer. Après, si tu as une loi extraterritoriale qui n'est pas compatible en fait avec notre règlement européen, bah pareil, c'est ni grave ni pas grave en fait. Il faut faire avec, tu identifies tes risques, tu le prends pas, tu Voilà, le le gères. risque, c'est l'amende. Pas que, mais Quoi d'autre? tu as un risque réputationnel, tu as quand même... voilà. Et puis surtout, là tu parles des données à caractère personnel, mais que fais-tu des données plus sensibles, de tes Ah oui, données ça risque d'amende. R&D, de tes... Non, Voilà. je disais que les gens n'ont pas Secret des forcément. affaires, tu as une loi sur le secret des affaires aussi, il faut faire attention. Enfin, tu as Qui dit plein... quoi? Ah ben, le secret des affaires doit rester secret en fait. Donc là, tu peux à la limite mettre... Enfin, tu vois, Donc, tu si vas tu mets sur des des sujets... contrats dans des choses qui seraient Pas éligibles au que... Cloud Act, tu pourrais Alors, être contraire au secret des bah, affaires. t'as un problème. Mais est-ce que. Là, je vais sortir du cadre juridique. Ouais. Pourquoi on n'a pas ce débat-là? Tu penses qu'on est trop dépendant? Et que avoir ce débat de manière avancée nous amènerait dans une impasse où il faudrait changer les systèmes d'information de trop d'entreprises, ça coûterait trop cher. Alors, ce débat, il existe. Voilà, il n'est pas visible, mais parce que... Ça fait longtemps que je fais de la souveraineté quand même. Il existe, mais on les connaît, les 3-4 députés qui le défendent. Ils sont Ouais, là, 2 sénateurs, 2 ouais. députés, toujours les mêmes. Mais les autres, c'est pas un sujet qui les passionne. Pourtant, on a l'air de dire, OK, une fois qu'on a mis nos données sur Azure, on enfreint des lois européennes. Grosso modo. Et c'est quand même... et il y a quand même beaucoup d'entreprises qui vont leurs données sur Azure, sur AWS, sur Google Cloud et ailleurs. Et toutes ces entreprises enfreignent des lois européennes. Mais c'est pas nouveau. Enfin, c'est pas une nouveauté. Le RGPD existe quand même depuis 2018. Toutes ces lois extraterritoriales. Enfin, tu vois, c'est un sujet qui existe depuis toujours. Alors pourquoi ça n'intéresse pas? Pourquoi on n'en parle pas plus? Je ne sais pas. Voilà. Mais tu sais, c'est un petit peu comme la sécurité. Quand il y a eu tous ces sujets de sécurité, de cybersécurité, nombreuses personnes en parlaient. Moi, j'en parlais beaucoup. Je me souviens, c'était pendant le Covid, avec le télétravail, attention, sécurité. Bah, les gens, je ne sais pas, peut-être ne se sentent pas concernés.
Voilà. La cybersécurité, si tu regardes bien, ça a été des discussions un petit peu similaires. Tu avais des alertes et puis personne ne se sentait vraiment concerné. Là, oh non, pas moi. Enfin, je sais Non, mais pas. là, mon point, c'est la CNIL, Oui, qui est censée vérifier la bonne exécution du RGPD. C'est son boulot, non? pas que. Oui, mais c'est un de ses boulots. Ouais. Elle pourrait décider de punir certaines entreprises parce qu'elles ont mis leurs données dans ces environnements-là et du coup qu'elles sont orthogonales au RGPD. Est-ce qu'il y a une jurisprudence sur le fait que l'hébergement de ces données-là est orthogonal au RGPD? Est-ce que c'est l'interprétation de Claudia ou vous êtes tous d'accord sur... Est-ce que les avocats de la place sont tous d'accord sur ce... Je n'en sais rien, mais c'est juste la loi qui le dit. Ok, donc c'est une évidence pour toi. Pour moi, c'est une évidence. Oui, Ok. bien sûr. À partir du moment où il y a une fuite de données possible, il y a violation du RGPD. Oui, donc c'est vraiment... Il y a vraiment une sorte de... Tu sais, d'acceptation tacite de la situation par la CNIL ou d'autres qui se disent, de toutes les manières, si on commence à mettre des amendes à cela, toute la France aura des amendes et c'est pas le moment de le faire. Mais J'en sais rien. si ça a l'air d'être évident, c'est qu'il y a un sujet en tout cas de... Ok, on laisse couler quand même. Alors ça, je ne suis que juriste. Tu Oui, as la enfin loi. quand même. Voilà. Donc, voilà. Après, pourquoi, comment, voilà, est-ce que ce sont des postures, des positions, voilà, je ne saurais pas te répondre. Est-ce que dans l'autre sens, donc, je comprends que tu as des Mm. clients qui veulent se protéger, donc qui réfléchissent à signer des contrats avec des gros éditeurs Ouais. et que tu les aides à se protéger. Oui. Est-ce que tu as des éditeurs qui viennent te voir pour protéger leurs clauses en essayant de te dire est-ce qu'il y a moyen de protéger nos clauses, etc. Alors, je travaille pour des petits éditeurs de la Ok. place parce que si je travaillais pour les grands, je serais tout le temps en conflit d'intérêts. Donc, Voilà. je ne travaille pas pour les grands de la place. Ok. En revanche, Ah oui, les c'est vrai. clients, voilà. En revanche, les clients qui effectivement cherchent à se protéger dans le cadre du choix qu'ils vont faire pour y aller quand même, il y a des réflexions, voilà, qui sont en cours. Euh, alors, les clauses, il y a des clauses qui sont intéressantes à ajouter dans les contrats. Est-ce que les éditeurs y adhèrent d'un claquement de doigts? Non. Mais ça permet d'ouvrir les discussions, ça permet de de se construire un contrat qui est adapté aux risques que l'entreprise décide et choisit de prendre. À quoi tu penses? Alors, je pense à gérer, c'est-à-dire que on le sait tous aussi, la souveraineté c'est bien, on en parle, alors on pourrait imaginer que j'en parle de manière théorique, mais on bascule aujourd'hui en fait d'un risque théorique légal à un risque qui peut devenir pratico-pratique compte tenu du contexte géopolitique que l'on connaît bien. Donc la discussion aujourd'hui et les éditeurs, pour la plupart, n'étaient pas prêts l'année dernière. Ils commencent à... Voilà, il y a des offres qui commencent à mûrir sur le marché, même s'ils ne sont pas prêts. Donc il y a plusieurs sortes de clauses. Moi, ça fait bientôt plus d'un an que je recommande à mes clients d'intégrer des clauses qui leur permettront, le jour où le marché sera mature, ou le jour où l'éditeur aura cette offre parmi son catalogue, de pouvoir basculer sur une infrastructure souveraine, si effectivement elle est souveraine. Et ça, pourquoi c'est important de le faire en amont? Parce que le jour où on change d'infrastructure, quand on est sur un... Très cher. Ça peut coûter très cher, il peut y avoir des risques aussi en matière de migration de données, il peut y avoir des risques en matière de sécurité, il va y avoir des prestations, bien évidemment, donc tout ça va avoir un coût. Donc moi, je trouve que c'est intéressant de l'anticiper d'ores et déjà dans le contrat. Je fais une petite parenthèse là-dessus. Ouais. On a un débat, alors, mon associé est bien plus expert juridique que moi, et me dit, même ça suffit pas à la souveraineté. Il me dit, si je signe un contrat avec un éditeur américain, même si la solution est hébergée sur un cloud européen, le fait qu'il y ait un contrat de support avec l'éditeur américain, du coup, il est dans une de tes phrases que tu as dites au début,
Et du coup, comme il est en responsabilité du support des données, même si elles sont hébergées ailleurs, il pourrait être éligible au Cloud Act. Tu es d'accord avec lui? Alors, je suis d'accord pour dire qu'à partir du moment où tu es un prestataire qui peut avoir ou le contrôle des données ou la garde, tu te souviens, voilà, Oui. ou la garde ou la main sur les données, c'est tout le problème de certains prestataires en TMA ou en maintenance. Donc, en gros, j'achète du ClearUp, mais je file ma TMA à Accenture, Cloud Act. Ou j'achète du Databricks qui décide de s'installer sur OVH, mais je prends mon support avec Databricks parce que c'est quand même mieux d'avoir le support avec Databricks. Cloud Act aussi. Alors, attention, hein, le Ok. Cloud Act s'applique. Ou FISA d'ailleurs, je sais même pas. Le Cloud Act s'applique aux prestataires qui vendent des services, tu te souviens, des services Oui. cloud. Hein. Donc Accenture, aujourd'hui, s'ils font la maintenance, c'est pas des prestataires. Ok. Enfin, mais tu peux avoir une interprétation large. Donc la réponse, elle est ni oui ni non. La réponse est, on a quand même un Risque. dispositif qui est suffisamment large pour embarquer quand même un certain nombre de critères. Ok, on a parlé particulièrement du Cloud Act. Ouais. Jérôme, le même associé, me Oui. parle beaucoup de FISA. C'est quoi la différence? Alors, en fait, c'est toutes ces lois. Alors, tu n'as pas que le FISA, tu as encore d'autres réglementations, encore une fois américaines, qui permettent également au gouvernement américain, par d'autres critères, par d'autres voies, d'accéder à des données. Voilà. Et en fait, c'est encore plus large, puisque là, on est sur des actes, par exemple, d'atteinte à la souveraineté américaine, aux actes de terrorisme, etc., qui, effectivement, tu as toutes ces lois-là. Mais tu as une autre loi qui me paraît importante, où beaucoup de mes clients me posent la question, qui me paraît encore plus concrète, qui sont toutes les lois relatives aux embargos. Parce que les lois relatives aux embargos permettraient, en fait, aux États-Unis, puisqu'on parle d'eux, D'éteindre la lumière. carrément de demander à suspendre et éteindre le service. Donc, moi, j'ai certains de mes clients qui sont très inquiets de ces lois-là, parce qu'effectivement, on pourrait considérer qu'on est dans un risque un peu plus concret, et à la limite encore pire, parce qu'entre, OK, je suis OK pour que mes données fuitent, et encore statistiquement, on peut peut-être imaginer que moi, ma société, peut-être que les données n'intéressent pas trop, enfin, tu vois, toute cette réflexion que tu peux te faire en matière de gestion de risque, face à une loi d'embargo nationale qui indiquerait que la France tombe sous embargo et donc on éteint tout. Je dis la France, mais on a Ça peut être l'exemple. l'Europe, ça peut être... Mais ça peut même être à une plus petite échelle, non? Oui, Puisqu'il y bien a sûr. ce fameux juge suédois, Voilà. français de Tu te la Cour retrouves de... sur une liste noire. Et là, ça peut devenir très compliqué, oui. Donc moi, j'ai pas mal de clients qui s'inquiètent de ces Pourrait textes. mettre, par exemple, la BNP sous embargo? Auquel cas, il éteindrait la lumière de tous les serveurs américains de la BNP? Parce que, tu sais, moi, commercialement, j'ai plein d'approches commerciales. Je dis qu'on est les meilleurs, les plus beaux, les plus gentils, tout ce que tu veux. Je dis aussi qu'il y a un risque en face. Et le risque, je ne parle pas tellement de l'embargo, je parle souvent, parce qu'on le vit en ce moment, de l'augmentation des taxes et de dire, OK, la mesure de représailles des Européens par rapport à ce que fait Trump, Aussi. ça serait de faire plus 30% sur les services numériques. Aussi. Parce que autant peut-être qu'on est en excédent commercial sur les biens, Mhm. autant on est en déficit commercial sur les services énorme. Donc on pourrait Ils pourraient, mais faire ces représailles-là. Ils ne le feront pas pour plein d'autres raisons, mais un jour, ça pourrait arriver. D'ailleurs, certains en parlent. Tu as beaucoup d'éditeurs qui n'attendent pas la recommandation de Trump pour augmenter leurs tarifs. Oui, on a Mais vu quelques histoires récentes sur ces sujets. Voilà, donc ça, c'est un risque. J'ai le sentiment que c'est un risque qui est déjà ingéré par les directions des achats, les DSI, ou pas, hein, mais les éditeurs le font quand même assez régulièrement. Alors parfois, de manière vraiment extrême, j'ai encore un client qui m'a appelé ce matin parce que son éditeur avait augmenté de manière colossale les prix dès l'année prochaine. Et là, on parle de dépendance
technologique. Mais ça, on s'éloigne un Oui, petit peu de la mais là, souveraineté. du coup, je pourrais décider de le faire aussi. C'est pas trop lié à la souveraineté. Ben non, c'est pour ça. Ah oui, oui. En fait, Puisque oui, bon, ça, on c'est lié à pourrait, les la... taxes, les machins, mais voilà, c'est un risque qui existe déjà aujourd'hui. Donc, et là, plus au-delà de la souveraineté, je pense qu'on parle beaucoup de dépendance technologique. Et là, c'est un risque très concret. J'ai une Oui, dernière question sur l'Europe. Donc on en discutait, mais c'était, je oui, pense que avant que ça commence oui, le tournage, on disait qu'il y avait trois versions, trois visions du monde, hein. La ouais, vision américaine, tout mm, appartient au marché, tes données de santé aussi, et puis euh, chacun fait ce qu'il veut avec. Ça leur permet peut-être de faire plus vite en innovation parce que mhm, ils ont plein de choses. Mais la vision chinoise, c'est tout appartient au parti et à l'État, et mm, on a le droit de contrôler tout ce que vous ouais, faites, etc. Et il y a une version plus protectrice européenne, dont on se sent forcément plus proche par notre culture. mhm. Est-ce que tu trouves que on a l'arsenal légal suffisant, le RGPD et autres, pas seulement le Mhm. RGPD, on parlait tout à l'heure de l'IA Act, du Data Act, et on a l'arsenal juridique suffisant sur ces sujets-là pour apporter une vision du monde par rapport aux données qui soient différentes? Nous avons un arsenal juridique extrêmement dense. C'est plus que suffisant dans... Alors, voilà, si c'est ça ta question. Maintenant, moi, je pense que le juridique, c'est bien, c'est important. On en a parlé, il faut l'avoir en tête quand on parle de souveraineté. Maintenant, il y a le légal qui est incontournable, qui s'applique, et ça, faut vraiment, je pense, le prendre en considération. Au-delà du légal, je pense qu'il faut développer une certaine, peut-être conscience, voilà, dans la gestion des risques, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir tout souverain tout de suite maintenant en claquant des doigts. On peut peut-être y aller progressivement, on peut peut-être se poser des questions de là où je suis prêt à prendre un risque ou pas, un risque de non-conformité légale, un risque technologique, un risque en matière de sécurité. En fait, tout ça doit venir dans la balance. Et puis si on n'a pas envie de prendre tous ces risques, il faut quand même rappeler, je pense que c'est intéressant de le dire, que en France, en Europe, on a quand même des acteurs qui sont, voilà, enfin, ils sont là, quoi. Oui, Il y a bien des sûr, bien offres sûr. qui existent, il y a des offres qui se développent en pleine souveraineté. Alors, dans tout ce bruit commercial et marketing voilà, de ces prestataires, éditeurs américains, on les entend peu, voire pas. Mais là, tu es mieux placé que moi Ouais. pour en parler. Ils existent, en fait, Oui, au oui, jour mais on sent d'aujourd'hui. comme toi depuis Mm, quelques mois une prise de conscience mm, collective qui se transforme en acte d'achat différenciant, ce qui mhm, n'était pas le cas il y a 2-3 ans. Tout le monde disait mm. oui, c'est important. Ils voyaient Trump arriver, oui, c'est important. Ouais, Là, ils voient tout ce qui s'est passé depuis 2 ans ouais, c'est bien et concret. on voit des gens qui n'étaient pas notre cible au Mm, début, tu vois, se dire ça nous casse les pieds quand même de signer. mm, Il y a ce risque de tarif, il y a ce mm. risque de dépendance, il y a ce risque. Pas tant que ça, le risque juridique. Je pense qu'ils ne se rendent pas tous Non. compte du risque juridique. Mhm. Ils voient un risque d'indépendance technologique plus que d'un risque juridique, mais Ouais, en plus, il y a aussi le risque juridique que tu ouais. dis. Ok, ok, ok. Dernière question. Alors, tout à l'heure, c'était la dernière, mais là, vraiment, c'est la dernière. Euh, vous utilisez, vous, l'IA parce que les avocats, ils sont bien fournis en offres. Et du coup, je ne sais même pas s'il y a des offres souveraines pour vous. Comment tu te débrouilles avec ça? Est-ce que tu t'appuies là-dessus? Est-ce que je m'appuie sur l'IA? Vaste question, la question de l'usage de l'IA. Ah bah écoute, je te remercie de l'avoir Oui, non, posée. en dernière, après je te laisse tranquille. Alors l'IA, on regarde, on observe. Alors voilà, on regarde, on observe. Je n'utilise pas l'IA pour mes livrables clients. Je l'ai testé sur plein de sujets et au jour d'aujourd'hui, mes 30 ans d'expérience me permettent d'être plus rapide et plus Ah, efficace. ok. T'es pas encore, t'es pas encore Convaincue. convaincu de la pertinence de ces... Pas pour mon activité, pas pour mon travail et pas pour ce que nous faisons pour nos clients puisque nous sommes focalisés sur les sujets complexes. Ok. Donc l'IA, au jour d'aujourd'hui, m'est d'aucune utilité pour mettre en place une stratégie de négociation sur des grands contrats
ou d'infogérance ou cloud. Voilà. Et donc, tu n'as pas eu tellement ce problème de savoir si tu allais t'abonner à une solution IA qui ne serait pas européenne encore. Pas encore. Dans ce sujet. Merci Claudia, c'était très agréable d'être avec toi cet après-midi. Avec plaisir, très merci vite. à toi Stéphane.